À chaque annonce d'Anthropic, les marchés financiers semblent paniquer. Des poids lourds décrochent en séance, des secteurs entiers corrigent, puis parfois rebondissent violemment quelques jours plus tard. On a vu des baisses à deux chiffres sur certaines grandes capitalisations, des centaines de milliards de dollars, de valorisation effacées temporairement sur les segments logiciels, et des investisseurs qui se demandent si l'intelligence artificielle ne va pas purement et simplement rayer des industries entières de la carte. Mais pour comprendre si cette panique est rationnelle ou excessive, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Qu'est-ce que fait réellement Anthropic aujourd'hui? Qu'est-ce que font concrètement Opus, Claude Code, Claude Cowork? Et en quoi cela peut réellement menacer certains modèles économiques? Commençons par Claude Opus 4.6. Ce n'est pas simplement un chatbot amélioré. Opus est conçu pour traiter des tâches complexes, longues, structurées. Il peut travailler sur des volumes massifs d'informations grâce à une fenêtre de contexte extrêmement large, ce qui signifie qu'il peut analyser un projet entier, un dossier juridique complet ou une base de code volumineuse sans perdre le fil. Il ne se contente plus de répondre à une question ponctuelle, il planifie, il structure, il enchaîne des étapes logiques, il révise ses propres productions. Cela transforme l'IA d'un outil d'assistance ponctuelle en un véritable exécuteur de tâches intellectuelles avancées. Ensuite, il y a Claude Code. Là, on entre dans le domaine du développement logiciel. Claude Code est capable de naviguer dans de grandes bases de code, de générer des fonctions à partir de spécifications, de détecter des erreurs et même d'identifier des vulnérabilités de sécurité grâce à son module spécialisé. Ce n'est pas simplement un générateur de snippets, il peut participer à la modernisation de systèmes existants, proposer des correctifs, accélérer des migrations. Et c'est précisément ce type de déclaration, par exemple sur la capacité à moderniser du COBOL, qui a déclenché des réactions brutales sur le marché, notamment sur des acteurs historiques des systèmes legacy. Enfin, Cowork représente un changement encore plus subtil, mais potentiellement plus disruptif. Cowork ne se contente pas de générer du texte ou du code, il peut exécuter des workflows entiers, préparer un reporting en allant chercher des données dans un tableur, les organiser, produire une présentation, envoyer un document pour signature, notifier une équipe. On ne parle plus d'un assistant conversationnel, on parle d'un agent capable d'enchaîner des actions sur plusieurs applications. Et ça, pour beaucoup d'investisseurs, c'est le signal que certaines tâches administratives, analytiques ou opérationnelles pourraient être drastiquement automatisées. Et c'est là que la réaction des marchés entre en jeu. Lorsqu'Anthropic annonce des avancées de ce type, le raisonnement des investisseurs est simple, presque brutal. Si l'IA peut faire cela, alors certaines entreprises vont voir leurs marges comprimées, leurs services remplacés, leurs revenus menacés. Résultat, on vend d'abord, on réfléchit ensuite. On a vu des baisses violentes sur des valeurs liées au logiciel, à la cybersécurité, au conseil, voire sur des entreprises historiques de l'informatique. Certaines séances ont été particulièrement marquées, avec des corrections de plusieurs pourcents en une seule journée. Sur certaines périodes de tension, des centaines de milliards de capitalisations ont été effacées temporairement du segment logiciel américain. Et le phénomène est amplifié par les algorithmes de trading et la gestion passive. Quand un secteur est attaqué, tout le panier est vendu sans distinction. Mais est-ce rationnel? La réponse est plus nuancée qu'un simple oui ou un simple non. Oui, l'IA représente un changement structurel. Elle peut automatiser des tâches qui jusqu'ici étaient considérées comme complexes et protégées. Dans le conseil, par exemple, une partie du travail d'analyse, de préparation, de slides de modélisation peut être accélérée. Dans la publicité, la génération de contenu et l'optimisation des campagnes deviennent plus efficaces. Dans le logiciel, certaines briques standardisées peuvent être générées automatiquement. Mais non, cela ne signifie pas que tous ces secteurs disparaissent du jour au lendemain. Les grandes entreprises de conseil ne vendent pas uniquement des heures de production, elles vendent de la transformation globale,
de l'intégration, de la gestion du changement, de la responsabilité contractuelle. Les éditeurs logiciels ne vendent pas seulement du code, ils vendent des écosystèmes, du support, de l'intégration profonde dans les processus métiers, des contrats pluriannuels récurrents. La cybersécurité, paradoxalement, pourrait même bénéficier de l'essor de l'IA, puisque les attaques deviennent elles-mêmes plus sophistiquées et automatisées. Ce que l'on observe donc, c'est souvent une surréaction à court terme, une extrapolation immédiate. L'IA peut faire X, donc X va disparaître. Or, la réalité économique est plus lente. Les contrats sont longs, les systèmes sont complexes, la transformation prend du temps. Les revenus ne s'évaporent pas en une semaine. Si on regarde maintenant secteur par secteur, on comprend mieux pourquoi le marché s'emballe et pourquoi il simplifie trop. Prenons le cas des grandes ESN et cabinets de conseil comme Capgemini ou bien Accenture. Ce que le marché redoute, c'est une compression des heures facturables. Une partie importante des missions repose sur de l'analyse, du nettoyage de données, des tests, de la documentation, de la production de livrables structurés. Si une IA comme Claude Opus ou Claude Code accélère massivement ces tâches, alors la facture horaire peut théoriquement diminuer. Mais la réalité est bien plus complexe. Les grands projets de transformation digitale nécessitent gouvernance, pilotage, intégration multisystème, conformité réglementaire, gestion humaine du changement. Les entreprises ne payent pas seulement pour produire un PowerPoint ou un script SQL, elles payent pour transférer un risque, pour structurer une transformation, pour garantir un résultat. L'impact probable n'est donc pas la disparition du conseil, mais une pression sur certaines marges et une évolution du modèle par des offres AI-enabled, plus sophistiquées. Ceux qui intègrent l'IA dans leur proposition de valeur peuvent même élargir leur marché. Sur le logiciel, la réaction a été encore plus spectaculaire. Des segments entiers du software ont connu des corrections importantes, parfois avec des centaines de milliards de dollars de capitalisation effacés temporairement sur les indices sectoriels. Quand la peur s'installe, tout le panier est vendu. CRM, ERP, Analytics ou encore tous les outils métiers. Le raisonnement est simple. Si l'IA peut générer du code, automatiser des workflows, analyser des données, alors certaines briques logicielles deviennent interchangeables. Et là encore, il faut distinguer. Un éditeur SaaS avec une base client enterprise, des contrats récurrents, un taux de churn faible et une intégration profonde dans les processus métiers n'est pas dans la même situation qu'un outil segmenté, peu différencié, facilement remplaçable. Un acteur comme Salesforce ou ServiceNow dispose d'écosystèmes entiers, d'intégration critique, d'une dépendance organisationnelle forte. Leur moat n'est pas uniquement technologique, il est structurel. A l'inverse, des outils plus simples, positionnés sur des tâches standardisées, peuvent effectivement être mis sous pression. Regardons maintenant la cybersécurité avec des acteurs comme Palo Alto Networks ou CrowdStrike. À première vue, si une IA peut détecter des vulnérabilités, scanner du code et identifier les failles automatiquement, on pourrait croire que certaines solutions deviennent moins nécessaires. Mais ça, c'est un raisonnement de court terme, parce que l'IA augmente aussi la surface d'attaque. Elle permet d'automatiser des campagnes de phishing, de générer des malwares polymorphes, de créer des deepfakes sophistiqués. Elle accélère autant l'attaque que la défense. Résultat, la demande en sécurité pourrait en réalité augmenter à moyen terme. La baisse observée de ces valeurs ressemble davantage à une réaction émotionnelle face à la nouveauté qu'à une révision rationnelle de la taille future du marché. Enfin, prenons le cas de la publicité avec des groupes comme Publicis Group. L'IA peut générer des visuels, des scripts, optimiser des campagnes programmatiques, analyser des performances en temps réel. Cela met une pression évidente sur certaines briques opérationnelles. Mais la publicité à grande échelle repose aussi sur la stratégie de marque, la gestion de budgets massifs, les relations commerciales, la créativité différenciante et l'achat média complexe. L'IA redéfinit le métier, elle ne l'annule pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent. Certaines entreprises réellement fragiles, très endettées ou positionnées sur des offres commoditisées pourraient souffrir. Mais le marché a tendance à vendre tout le secteur en bloc, sans distinction entre les acteurs solides et ceux qui sont réellement menacés. Alors, comment réagir ?
Première option, ne rien faire d'héroïque. Si on ne sait pas précisément quels seront les gagnants et les perdants, une exposition large via des ETF permet de capter la croissance globale tout en limitant le risque spécifique. C'est une approche rationnelle face à une incertitude technologique majeure. Deuxième option, se positionner sur les plateformes qui bénéficient structurellement de l'adoption de l'IA. Les fournisseurs d'infrastructures cloud, les grands acteurs capables d'intégrer ces modèles dans leur suite logicielle, sont souvent mieux placés pour absorber la vague que pour la subir. Troisième option, faire du stock picking. Du stock picking opportuniste, de manière rigoureuse. Chercher des entreprises qui ont subi une forte correction, analyser leur génération de cash flow, leur niveau d'endettement, la part de revenus récurrents, leur capacité à intégrer de l'IA dans leur offre, et si la baisse est principalement émotionnelle et que les fondamentaux restent solides, cela peut créer de grosses opportunités. En conclusion, la clé dans tout cela, c'est de distinguer le narratif de la réalité financière. Les marchés sont extrêmement sensibles en ce moment. La moindre annonce technologique déclenche des réactions qui sont complètement disproportionnées. On l'a vu aussi avec des articles prospectifs alarmistes sur l'impact futur de l'IA. Parfois, un simple rapport peut suffire à provoquer des tensions. Mais l'histoire économique montre que les révolutions technologiques détruisent rarement tout en un seul bloc. Elles redistribuent, elles transforment, elles créent des gagnants inattendus et des perdants qui ont été trop imprudents. La vraie question n'est donc pas « faut-il avoir peur de l'IA ?» La question est « quelles entreprises ont la solidité financière et la capacité d'adaptation pour transformer cette disruption en véritable opportunité ?» Et au-delà de l'investissement, il y a un point souvent oublié. Comprendre et maîtriser ces outils est déjà un avantage compétitif. Dans un monde où l'IA devient un levier de productivité, savoir l'utiliser intelligemment peut valoir autant qu'un bon choix boursier. La panique de marché est spectaculaire, la transformation économique, elle est progressive. Et c'est dans cet écart entre émotion immédiate et réalité fondamentale que se trouvent souvent les meilleures décisions. Voilà, c'était tout pour moi. Bien sûr, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je te remercie d'avoir vu cette vidéo et dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette disruption de l'IA. Je te laisse aussi liker, commenter, t'abonner et je te dis à très bientôt.